Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Vague de froid historique dans le nord des États-Unis. Au moins 8 personnes ont perdu la vie. École fermée, suspension de la distribution du courrier. Plus de 2000 vols ont été annulés. Une équipe de la BBC a pu accéder aux zones ciblées par les attaques américaines contre Al-Qaïda au Yémen. Un reportage exclusif qui démontre que des bavures ont été commises par les forces américaines. Recrue surprise cet été du Paris Saint-Germain, Eric Choupo-Moting est devenu aujourd'hui la mascotte de l'équipe. Rencontre tout en sourire avec l'attaquant camerounais. Les États-Unis sont balayés depuis le début de la semaine par une vague de froid inédite. Ce phénomène météorologique appelé vortex polaire frappe tout le nord du pays. Les autorités ont mis en place des mesures d'urgence pour protéger la population, alors que selon les médias, au moins 8 personnes sont mortes dans le vent glacial. Olivier Weber. Un brouillard de vapeur s'étend sur le lac Michigan, alors que Chicago connaît un froid extrême. Les températures sont tombées à moins 30 degrés et avec le vent glacé, la température ressentie est de moins 46 degrés. Plus froid encore que certaines parties de l'Antarctique. Vous voyez ça sur mes lunettes? Ce n'est pas que du brouillard, c'est du givre. C'est hallucinant et ça va empirer. Le tourbillon polaire a apporté de l'air arctique dans le Midwest, touchant 15 millions de personnes. Un état d'urgence est en place dans l'Illinois, au Wisconsin et au Michigan. Les autorités mettent en garde, les températures extrêmes peuvent être mortelles. Et quelques minutes passées à l'extérieur peuvent provoquer d'importantes engelures. Voulons simplement nous assurer que les gens comprennent la gravité du temps qu'il fait et qu'ils soient bien préparés. Non seulement les gens qui prennent le risque de sortir, mais aussi les autres, les premiers secours et les services d'urgence qui devront peut-être se présenter sur les lieux. Plusieurs décès ont été liés au froid extrême. Dans certains États, des centres d'accueil ont été ouverts pour les sans-abri et autres personnes vulnérables. Hey, you need gloves! À Minneapolis, la police a même distribué des gants aux résidents. Des entreprises, des écoles et des administrations ont été fermées. Des avions sont cloués au sol et le trafic aérien est perturbé. À la gare de Chicago Union, les salariés ont mis le feu aux rails pour les empêcher de geler, à l'aide d'un système intégré qui transforme les rails en un gigantesque grill à gaz. À Grand Rapids, au Michigan, les conditions climatiques ont provoqué une vingtaine d'accidents de la route. Ces gelées mortelles ont paralysé la vie dans le Midwest, et cela devrait durer encore plusieurs jours. Selon les scientifiques, à cause du changement climatique, ces événements météorologiques extrêmes pourraient se produire plus fréquemment. L'actualité sur le continent, au Cameroun, les autorités ont interdit plusieurs manifestations prévues aujourd'hui à Yaoundé en soutien à Maurice Kamto. Je vous rappelle que l'opposant a été arrêté lundi. Parmi les infractions qui lui sont reprochées, rébellion et incitation à l'insurrection. Maurice Kamto revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle d'octobre dernier. Parmi les réactions à son arrestation, il y a celle d'Aline Com, célèbre avocate camerounaise. Personne, aucun préfet ni sous-préfet ne peut interdire une manifestation. Ils ont le droit de manifester. Ils doivent protéger les gens. Nous devons pouvoir faire entendre quand quelque chose ne va pas. Nous l'avons fait légalement. Croyez-moi, le professeur Kamto est l'un des avocats les plus respectés au monde et il fait uniquement ce que la loi lui autorise de faire. Et à Djibouti, le bilan s'alourdit après le naufrage de 2 embarcations de migrants il y a 2 jours. 52 corps ont été récupérés, mais il reste de nombreux disparus. Les secouristes continuent à chercher des corps sur les plages de la petite ville portuaire d'Oubok. Les 2 bateaux surchargés tentaient de se rendre au Yémen, porte d'entrée vers les pays du Golfe. Un survivant raconte le drame. J'étais venu à pied de Tadjoura jusqu'à Obok, où j'avais rendez-vous avec un trafiquant. Il nous a emmenés sur la côte et nous sommes montés à bord d'un bateau. Il y avait 85 migrants sur ce seul bateau. Quelques minutes après le départ, le capitaine a sauté du bateau à cause d'une panne de moteur. Et puis on a chaviré. Le reste de l'actualité en bref.
Au Venezuela, la pression venant de l'Europe s'accroît sur Nicolás Maduro. Le Parlement européen a franchi le pas, reconnaissant Juan Guaidó comme président par intérim légitime de son pays. 6 pays européens, dont la France, ont donné à Maduro jusqu'à dimanche 3 février pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaîtront son opposant comme président du Venezuela. Près d'1 millier d'Israéliens d'origine éthiopienne ont manifesté hier à Tel Aviv contre les violences policières. Une manifestation 2 semaines après la mort des jeunes Israéliens, également d'origine éthiopienne, abattus par un policier. Les manifestants exigent que le gouvernement mette en place une enquête spéciale au sujet de la mort du jeune homme. Selon les Nations Unies, le nombre de déplacés internes au Mali a triplé en 1 an. Ils sont désormais plus de 120 000 dans tout le pays. L'une des raisons majeures est l'insécurité grandissante à la frontière avec le Burkina Faso. La moitié des déplacés internes au Mali se trouve dans la région de Mopti. Et cette forte hausse de la population de papillons monarques au Mexique, leur nombre a bondi de 144% par rapport à l'an dernier. Les scientifiques mettent en garde que l'espèce reste menacée. Le grand angle de cette édition nous emmène au Yémen. Le pays, on le sait, est en proie depuis 4 ans à une guerre civile. Mais il y a une autre guerre au Yémen, c'est des Américains contre les djihadistes d'Al-Qaïda. Une enquête de la BBC révèle que les opérations américaines sur place se sont amplifiées récemment avec des victimes civiles. Nous avons pu accéder aux zones ciblées par les attaques américaines. Un document exclusif, récit de Claire Onemendi. Une équipe de la BBC en route pour Yakla, un petit village situé dans le centre du Yémen. Yakla se remet difficilement d'un raid des forces spéciales américaines. Le raid avait été autorisé par Donald Trump dès ce premier jour à la Maison-Blanche. Lors du raid, un soldat américain avait été tué et 3 autres blessés. Au bout du compte, selon l'armée américaine, au moins 4 membres d'Al-Qaïda avaient été tués. Mais des sources ont indiqué à la BBC qu'il y a eu des victimes civiles. Cheikh Dahab, un chef tribal de Yakla, est entré en clandestinité depuis l'attaque. Il nous a accordé sa première interview. Ils ont dit que des femmes étaient parmi les combattants, mais elles ne savent même pas manier les armes. Dans notre tribu, seuls les hommes font la guerre. Quant aux enfants, pourquoi se battront-ils? Mais il y a eu plus d'enfants tués que de femmes. La plupart des victimes sont enterrées dans ce cimetière. Selon des ONG de défense des droits humains qui ont enquêté sur le raid, plus de 20 civils ont été tués. Les villageois estiment, eux, le bilan à 30. Après Yakla, l'équipe de la BBC s'est rendue dans le petit village d'Atlan, théâtre d'un autre raid américain en mai 2017. Le raid d'Atlan est la plus grande offensive terrestre menée par l'armée américaine au Yémen. Les villageois parlent de scènes apocalyptiques. Ils sont venus de très très loin. Ils étaient nombreux. Chacun était accompagné. Un bloc de ciment est tombé du toit sur mon dos. Une enquête onusienne a conclu que 50 soldats américains ont pris part au raid. En plus des 7 morts dans les rangs d'Al-Qaïda, 5 civils, dont Nasser Mahdi, 80 ans, ont été tués. Les soldats ont abandonné des effets dans le sillage du raid. Dans le lot se trouve un kit médical qui renfermait 22 noms censés identifier les membres du commando américain. Nous masquons ici les noms pour préserver l'anonymat des soldats concernés. Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire, se contentant de dire qu'Al-Qaïda reste une menace pour les États-Unis et que les États-Unis sont déterminés à protéger les civils sur les théâtres d'opérations militaires. Washington poursuit sa mission contre le terrorisme au Yémen, ce qui ajoute à la peur et à la confusion que vivent les Yéménites, déjà éprouvés par un interminable conflit. On retrouve Pierre-Antoine Denis depuis la rédaction. Bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir Nicolas. Pierre-Antoine, l'actualité sportive est marquée aujourd'hui par les transferts, puisque les clubs européens ont jusqu'à minuit pour faire leurs dernières acquisitions.
Et oui, tout à fait. Ce dernier jour du mercato est toujours excitant pour n'importe quel fan de football. Est-ce qu'on va réussir à décoter la perle rare ou est-ce que ce transfert sera un peu celui qui sera précipité et qui s'avérera être un flop? Avant de rentrer dans ce qui anime cette dernière journée du mercato hivernal 2019, je vous propose de partir à la rencontre d'un homme dont le transfert cet été a beaucoup fait parler. Je parle de Eric Choupo-Moting, l'international camerounais qui est arrivé à Paris donc dans les dernières heures du mercato estival, un petit peu en surprise mais qui aujourd'hui est très bien installé dans l'effectif parisien. Les équipes de BBC Afrique Sport sont parties à sa rencontre afin d'en savoir plus sur son quotidien. Je suis Eric Maxime Choupo-Moting, je joue pour le Paris Saint-Germain et l'équipe nationale du Cameroun. Mon tatouage de l'Afrique. Je suis fier d'être africain, je suis fier de mes origines. C'est un si grand continent avec encore tellement de choses à découvrir. Le Ghana, surtout parce que le père de ma femme vient du Ghana. Du coup, j'aime beaucoup le Ghana. La Coupe du Monde en Afrique du Sud, que ce soit l'atmosphère, les sensations, l'événement dans son ensemble. Mon coéquipier préféré était Kurt Zouma, mais on ne joue plus ensemble maintenant. On rigolait trop ensemble. C'est vraiment un gars super amusant et respectueux. Et un très bon joueur de football. Donc on s'est vraiment éclaté ensemble à Stoke. C'est aussi la danse avec Kurt Zouma en fait. C'était une super danse. Quand je marquais à Stoke, c'était drôle, on dansait un peu. Instagram, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Twitter, je ne les ai jamais eus. Le Parc des Princes. L'ambiance est géniale, les supporters sont super et c'est difficile de nous battre là-bas. Après ce beau portrait de Eric Choupo-Moting, Pierre-Antoine, quels sont les transferts déjà bouclés? Et je crois savoir que vous avez des petites indiscrétions à partager avec nous. Oui, voilà. Alors, on va tout d'abord commencer par les transferts qui sont déjà bouclés et notamment le prêt du milieu de terrain du FC Barcelone, Denis Suarez à Arsenal. Attention, je ne parle pas de Luis Suarez, l'attaquant uruguayen du FC Barcelone. Non, bien Denis Suarez, c'est un milieu de terrain très à l'aise avec le ballon, très virevoltant. Et il va d'ailleurs retrouver à Arsenal son ancien coach, Unai Emery. Ils avaient tous les deux évolué à Séville. Suarez aura 6 mois pour impressionner Emery et les dirigeants londoniens car il y a une option d'achat dans ce contrat afin de prolonger l'aventure du côté de Londres. Par contre, pour Marwan Fellaini, l'Angleterre, c'est terminé puisque Fellaini s'engage en Chine. Il est parti donc aujourd'hui pour un montant aux environs de 12 millions d'euros. Il va s'engager pendant 3 ans et Fellaini d'ailleurs devrait toucher près de 13 millions d'euros à l'année. Par contre, maintenant, venons-en aux petites indiscrétions dans ces dernières heures qui animent le mercato et le PSG est partout dans toute l'actualité. On va d'abord commencer avec les renforts potentiels offensifs puisqu'on parle du nom de Willian, l'ailier brésilien qui évolue à Chelsea. Il faut pallier la blessure de Neymar. Le maestro brésilien est indisponible jusque début avril. Donc le PSG a pensé à Willian, un autre brésilien, pour le remplacer. Mais les négociations semblent très compliquées et d'après mes premières informations, le transfert serait très compliqué pour aboutir. On en saura plus dans les prochaines heures. Par contre, une chose est sûre, c'est que pour Idrissa Gueye, le milieu international sénégalais, l'aventure et la possibilité d'un transfert vers Paris est en train de s'amenuire. Les chances sont en train de s'amenuire puisque Gueye, même s'il est actuellement à Paris en attendant un move, un mouvement peut-être de la part d'Everton, son club, cela ne devrait pas se faire puisque le montant demandé par Everton est beaucoup trop cher pour les requêtes du Paris Saint-Germain. Nicolas. Merci Pierre-Antoine Denis. Imaginez-vous à présent dans un grand igloo au cœur des Alpes italiennes à 2600 mètres d'altitude. Et là, vous avez la chance d'assister à un spectacle hors du commun. Cet orchestre de glace a été créé par Tim Lahart. L'artiste américain invite des musiciens locaux à venir se produire avec des instruments qu'il a fabriqués à partir de la glace. Sachez également que l'igloo peut accueillir 200 personnes et que la température à l'intérieur est d'environ moins 12 degrés Celsius.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment Guinée sur Espace TV. Je vous souhaite une bonne soirée et restez connectés sur bbcafrique.com.